Bonjour. Dans cette séance, on va essayer de corriger ensemble la série des exercices de la révision courant-tension. Cette série comporte 5 exercices. Maintenant, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 1. L'énoncé de l'exercice. On émerge 2 électrodes liées au bord d'un générateur de courant électrique dans une solution aqueuse de chlorure de cuivre, Ca2+, de Cl-. La première question, faire le schéma de circuit électrique en déterminant le sens de déplacement des porteurs de charge électrique. La deuxième question, donc dans cet exercice comporte tout simplement 2 questions. La première question, c'est le schéma. La deuxième question, c'est calculer le nombre des ions. Donc, sachant que l'intensité de courant électrique I égale à 3,2 ampères, la question, calculer le nombre des ions Ci+, Ci- qui se déplacent pendant une durée ΔT égale à 1 seconde. La question numéro 1, donc le schéma. Donc, on considère un bécher qui contient une solution aqueuse qui contient des ions Cu2+, et des ions Cl-. Dans cette solution aqueuse, on émerge 2 électrodes. Les électrodes sont liées aux bornes d'un générateur. Donc, dans le premier cours de l'électricité, c'est-à-dire dans le cours de courant électrique, on a déjà dit que le sens conventionnel du courant électrique, il circule de la borne plus vers la borne négative. Donc, l'électrode liée au pôle plus du générateur, toujours, elle s'appelle l'anode. L'autre électrode liée au pôle négatif s'appelle la cathode. Maintenant, la question, c'est, voilà le schéma. La deuxième question, c'est-à-dire donner le sens de déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge, ce sont des espèces chimiques qui portent des charges, soit des charges négatives, ou bien des charges positives. Donc, les porteurs de charge qu'on a dans cet exercice, il y a les électrons. Ensuite, les ions Cl+ et Cl-. Donc, on va essayer de donner le sens de déplacement de chacune des espèces. Donc, on va commencer par les ions Cu2+. Les ions Cu2+, ils se trouvent dans la solution aqueuse. Ils ont une charge positive. Donc, ils vont se déplacer vers la cathode. Car la cathode, elle a une charge négative. Les ions ont une charge positive, donc il y a attraction entre plus et moins. Voilà le sens de déplacement des ions Cl+. Les ions Cl-, le contraire, c'est-à-dire les ions Cl- ont une charge négative, donc ils vont se déplacer vers l'anode, parce qu'il y a attraction entre une charge négative des ions et la charge positive de l'anode. Donc, les ions, à l'intérieur de la solution aqueuse, il y a déplacement des ions. Donc, il n'y a pas d'électrons dans une solution aqueuse. Par contre, à l'extérieur, c'est-à-dire dans les électrodes, les fils de connexion, le générateur, il y a déplacement des électrons. Les électrons, ils se déplacent dans le sens contraire du courant électrique. Voilà le sens du déplacement des porteurs de charge dans la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est calculer le nombre des ions Cu2+ et le nombre des ions Cl-. Donc, d'après le premier cours du courant électrique, on a déjà défini que l'intensité de courant I, des majuscules, est égale à coulomb sur delta T. Coulomb, c'est la quantité d'électricité, delta T, c'est la durée delta T. Alors, on peut dire que la quantité d'électricité coulomb est égale à I fois delta T. D'après l'énoncé de l'exercice, la valeur de l'intensité I est égale à 3,2, la valeur de la durée delta T est égale à 1 seconde, donc 3,2 multiplié par 1 est égal à 3,2 coulombs. Maintenant, on va calculer le nombre n.
Donc, on va commencer par le nombre des ions Cu2+. On sait que la quantité d'électricité des ions qui s'écrit sous la forme Y alpha plus. Par exemple, Al3+, Cu2+, Ag+, et ainsi de suite. Dans ce cas, donc pour cet ion, l'expression de la quantité d'électricité coulomb est égale à alpha n fois E. Alpha, c'est la charge de l'ion. Par exemple, si les ions Al3+, donc la valeur de alpha est égale à 3, dans ce cas, coulomb est égal à 3 fois n fois E. Maintenant, pour les ions Cu2+, Cu2+, la valeur de alpha est égale à 2, alors coulomb est égal à 2 fois n fois E. Donc, le nombre des ions Cu2+, n majuscule, est égal à coulomb sur 2 fois E. Donc, on va remplacer coulomb par sa valeur, c'est 3,2 coulombs. La valeur de E, c'est c'est la charge élémentaire. Elle a une valeur fixe, c'est 1,6, 10 à la puissance moins 19. Donc, on obtient que n est égal à 10 à la puissance 19 coulombs. Pour les ions Cl-, donc les ions Cl-, on sait que Q est toujours positive. Donc les ions Cl-, la valeur de alpha est égale à moins 1. Donc on peut faire la valeur absolue donc, pour obtenir une valeur positive. Donc la valeur absolue de moins 1 fois n fois E. Donc n est égal à coulomb sur E. Coulomb est égal à 3,2. E 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc on obtient la valeur de n est égale à 2 10 à la puissance 19 coulombs. Voilà pour le premier exercice. Donc le deuxième exercice, l'énoncé, on dispose d'un ampéromètre de la figure C4 mesurant l'intensité d'un courant électrique en observant les réglages, c'est-à-dire d'après le schéma C4, répondre aux questions suivantes. La première question, mesure-t-on l'intensité d'un courant continu? Quel est le calibre utilisé? Troisièmement, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? La quatrième question, déterminer la valeur de l'intensité I. La question 5, calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité. La question 6, en déduire l'intensité relative, l'incertitude relative, on donne la classe de l'appareil et x est égal à 1. Donc, d'après le schéma, on constate, on observe que le bouton se trouve à côté de égal indique que le courant est continu. L'autre symbole indique que le courant est alternatif. Donc le bouton noir se trouve à côté de égal. Alors le courant mesuré, c'est un courant continu. La deuxième question, c'est-à-dire quel est le calibre utilisé. Donc le bouton, il comporte deux calibres, 1 ampère, 0,3 ampère et 0,1. Mais l'indice du calibre, il indique que la valeur de C est égale à 0,3 ampère. Alors, le calibre utilisé dans ce cas, C égale 0,3 ampère. Dans le cadran de l'ampéromètre, il comporte deux échelles. Le premier échelle, c'est-à-dire l'échelle qui se trouve en bas, donc elle comporte la valeur maximale de division est égale à 30. L'échelle qui se trouve en haut comporte la valeur maximale N0 est égale à 100. Donc la question, quelle est l'échelle qu'on peut utiliser dans notre mesure? Donc en général, si C est égal à 1 ampère, C est égal à 0,1 ampère, 10 ampères, 100 000 ampères, c'est-à-dire si la valeur de C est un multiple de 1, donc on utilise la valeur de 100. Pour simplifier la division via le calcul de l'intensité du courant électrique. Deuxième cas, si la valeur de C est égale à 0,3, 3 ampères, C est égal à 30 ampères, donc il contient le chiffre 3. Dans ce cas, on doit utiliser l'échelle de 0
à 30. La question 4, c'est calculer la valeur de l'intensité. Cette relation, on a déjà donné cette relation. C'est une relation qui nous permet de calculer la valeur de C lorsqu'on utilise un ampéromètre à aiguille. La valeur de I est égale à C fois N sur N0. D'après la question numéro 2, on a déjà défini le calibre utilisé, c'est C égale 0,3 ampères. La valeur N, c'est-à-dire le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, d'après le schéma, on peut déduire que la valeur de N est égale à 22. La valeur maximale donc est égale à 30, car on a dit c'est mieux d'utiliser le calibre qui se trouve en bas, donc c'est-à-dire gradué de 0 à 30. Maintenant, on remplace C, N et N0 par leur valeur, donc on obtient que I égale 0,3 multiplié par 22 sur 30, donc on obtient la valeur de l'intensité égale à 0,22 ampères. La question 5, c'est l'incertitude absolue. Donc l'incertitude absolue est définie par la relation suivante. Delta est égal C, c'est la classe, c'est le calibre, multiplié par la valeur de la classe. La classe donc est toujours définie par le fabricant de l'ampéromètre, donc divisé par 100. Donc la valeur de C 0,3, la valeur de la classe est égale à 1,5 d'après la question 6. Donc sur 100, on obtient 0,45 divisé par 100. Alors c'est 0,45 10 à la puissance moins 2 ampères. L'unité de delta I, c'est ampère. Maintenant, la question 6, c'est l'incertitude relative. L'incertitude relative, elle se nomme aussi la précision de mesure. Donc, c'est un rapport de delta I sur la valeur de I. Donc, on remplace l'incertitude absolue par sa valeur. Ensuite, la valeur de l'intensité du courant, on obtient 2,04 à 10 puissance moins 2. Donc on peut donner la valeur de cette incertitude relative sous forme d'un pourcentage. Donc 2,04 10 à la puissance moins 2. Si on multiplie cette valeur par 100, on obtient 2,04% ou bien presque égal à 2%. Voilà pour l'exercice numéro 3. Maintenant on va voir l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, l'énoncé de l'exercice, le générateur G débite un courant continu d'intensité I. Une quantité d'électricité coulomb est égale à 3000 coulombs pendant une durée delta T est égale à 10 minutes. La question, déterminer le sens des courants de chaque branche et ensuite la valeur des intensités I et I2. I, c'est l'intensité délivrée par le générateur. Et 2, c'est qui traverse, bien qui circule de A vers B vers le bas. La réponse de l'exercice numéro 3. D'après les données, on sait que coulomb est égal à 3000 coulombs. Ensuite, delta T est égal à 10 minutes. Donc, pour calculer la valeur de I, donc on peut appliquer la valeur de I est égale à coulomb sur delta T. La valeur de coulomb est égale à 3000. La valeur de delta T est égale à 10 fois 60. Donc, on obtient I est égal à 5 ampères. Voilà la valeur de I, c'est-à-dire le courant principal du générateur. Maintenant, pour calculer la valeur de I, on peut appliquer la loi des nœuds. Que ça veut dire un nœud? Un nœud, c'est un point de connexion d'au moins 3 conducteurs, ou bien 3 fils. Donc, dans le circuit de l'exercice numéro 3, donc, il y a 3 nœuds, c'est-à-dire il y a le nœud A, ensuite il y a le nœud B. Qu'est-ce que ça veut dire la loi des nœuds? La loi des nœuds, c'est-à-dire la somme des intensités des courants entrant vers le nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud.
Donc, on considère par exemple le nœud A, donc le courant qui arrive, c'est I, c'est-à-dire le courant délivré par le générateur. Donc, il y a le courant I1 vers le haut, ensuite le courant I2 vers le bas. Alors, d'après la loi des nœuds, donc on peut déduire que I égale la somme des intensités I1 et I2. Donc, I2 est égal à I moins I1. La valeur de I est égale à 5 ampères. La valeur du 1, il est indiqué sur le schéma, il a une valeur de 2 ampères. Donc, on peut déduire que la valeur de I2 est égale à 5 moins 2 est égal à 3 ampères. Voilà l'exercice 1, 2, 3. Donc, ce sont des exercices de la révision de l'intensité de courant. Par contre, l'exercice 4 et l'exercice 5, c'est pour la tension électrique. L'énoncé de l'exercice numéro 4. On considère le montage. On mesure la tension électrique UCB par l'oscilloscope en utilisant la sensibilité verticale est égale à 0,5 volts par centimètre. Le spot dévié verticalement vers le bas avec une distance de 3 cm. Donc, on a déjà vu dans la dernière partie de la tension électrique, il y a deux appareils pour mesurer la tension électrique. Il y a le voltmètre. Le voltmètre il se branche toujours en parallèle entre les bornes A et B par exemple. Il y a un autre appareil, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope, il nous permet de déterminer le type de la tension, soit la tension continue ou bien la tension variable. Ensuite, déterminer le signe, c'est-à-dire est-ce que la tension mesurée est négative ou bien positive. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice 4, donc la déviation est vers le bas, donc on peut déduire que la tension UCB elle a une valeur négative. La première question, montrer sur le schéma la méthode de mesurer la tension UCB. La deuxième question, représenter les tensions UCB, UBC, UAC, UAB, UEPN. La troisième question, calculer la valeur de la tension UCB, en déduire la valeur de la tension UAB. Maintenant, on va commencer. La première question, c'est montrer comment brancher l'appareil utilisé. Donc, j'ai traité deux cas, c'est-à-dire si on utilise l'oscilloscope ou bien si on utilise le voltmètre. Donc, il y a au borne de BC. Par exemple, pour mesurer la tension électrique, on utilise le voltmètre ou bien l'oscilloscope. Le voltmètre, il se branche toujours en parallèle. Donc, si on utilise l'oscilloscope, donc l'oscilloscope il a deux bornes. Une borne, on a déjà vu dans le cours, la borne qui s'appelle COM ou bien la masse. Et ensuite, une autre entrée, c'est l'entrée C. Donc, pour mesurer la tension UBC, donc la tension UCB, donc B est branché vers la masse, ensuite le C à l'entrée de l'oscilloscope. Le voltmètre, donc on branche le voltmètre en parallèle aux dipôles, c'est-à-dire entre les bornes B et C. La deuxième question, c'est-à-dire donc donner la représentation des tensions. Dans le cours, on a déjà dit que la tension en général est représentée par une flèche qui, par exemple, qui se dirige de B vers A. C'est-à-dire si on veut représenter la tension UAB, donc on utilise une flèche qui se dirige de B vers A. Alors, pour la tension, par exemple, UCB, donc la flèche, elle va se diriger de B vers C. La tension UBC, donc cette flèche de C vers B. La tension UAC, donc la flèche de C vers A. Ensuite, la dernière, c'est la tension UAB, donc toujours de B vers A. Voilà
la représentation de tension demandée dans la question 2. 3. La question 3. Donc, la question 3, c'est calculer la valeur de UCB. En général, on sait que la tension UCB, donc si on utilise l'oscilloscope, la relation qui nous permet de calculer la valeur de la tension est égale la sensibilité verticale multipliée par Y. Voilà la relation en général. Donc est égal le symbole de la sensibilité verticale est SY multiplié par Y. Dans notre cas, la valeur de SY, c'est-à-dire la sensibilité verticale, est égale à 0,5 volts par centimètre. Y est égal à moins 3 cm car la déviation de l'oscilloscope vers le bas. Donc il faut faire attention pour la déviation, c'est-à-dire si la déviation vers le haut, donc il faut prendre la valeur de Y positive. Si la déviation vers le bas, donc il faut prendre une valeur négative. Donc si on remplace SY et Y par leur valeur, donc on peut obtenir que la tension UCB est égale à 0,5 volts par centimètre multiplié par moins 3 cm, donc on peut simplifier par centimètre, donc on obtient que la valeur UCB est égale à moins 1,5 volts. Mais la tension, on sait que la tension UCB est égale à moins UBC, donc on peut déduire que la valeur de UBC est égale à 1,5. Donc on a déjà dit que la tension est une grandeur algébrique, donc il peut prendre des valeurs négatives ou bien des valeurs positives. La quatrième question, c'est calculer la valeur de la tension UAB. Donc on a vu une relation qui s'appelle l'additivité des tensions ou bien la loi d'addition des tensions. C'est-à-dire, si on considère par exemple la tension UPN, donc c'est une relation de Schall, par exemple la tension UPN est égale UPA plus UAB plus UBC plus UCN. D'après le schéma, entre le point A et le point A, il y a un fil, alors la tension en borne d'un fil est toujours nulle. Donc entre deux points, s'il n'y a pas de dipôle par exemple, une lampe ou bien un dipôle quelconque, alors on peut déduire que la valeur de UPA est égale à 0, de la même chose que la tension UCN est égale à 0. Alors, UPN est égal à UAB plus UBC. Donc, la valeur demandée, c'est la valeur UAB est égale à UPN moins UBC. UPN, c'est donné dans l'exercice, c'est 4,5. La tension UBC, on a calculé sa valeur d'après la question numéro 3. Donc 4,5 moins 1,5, on peut déduire que UAB est égal à 3 volts. Voilà pour l'exercice numéro 4. Donc il nous reste maintenant l'exercice 5. Donc l'exercice 5, c'est pour la tension alternative. Donc la tension alternative, donc, on a dit qu'il y a deux types de tension électrique. Il y a une tension électrique continue, donc il garde la même valeur. Par contre, il y a une intensité qui change de valeur, donc on dit que cette tension est une tension variable. Mais ensuite, s'il y a une alternance entre des valeurs positives et des valeurs négatives, donc on peut dire que la tension est alternative. Si la forme de cette tension est une forme sinusoïdale, donc on dit que la tension électrique alternative est sinusoïdale. Donc il y a d'autres types, il y a circulaire, il y a rectangulaire et ensuite il y a carré. Dans ce cas, on va voir la tension électrique alternative et sinusoïdale. Voilà l'exercice 5. Un technicien de maintenance relève sur l'oscilloscope l'oscillogramme suivant. Donc, d'après l'oscillogramme, on constate que la tension change, donc il y a une alternance
entre les valeurs positives et les valeurs négatives, donc on peut déduire que la tension est alternative. La première question, calculer en secondes la période T du signal. On donne la sensibilité horizontale est égale à 0,2 millisecondes par division. La deuxième question, calculer en Hertz la fréquence F. Ensuite, la troisième question, calculer en volts la tension maximale Umax, on déduire la tension efficace. Donc, la période T, d'après le schéma, ou bien la relation qu'on peut utiliser pour calculer la valeur de T, T est égal à Sx fois X. Sx, c'est la sensibilité horizontale, c'est-à-dire c'est l'échelle sur l'axe des X. La sensibilité horizontale, elle a un autre nom, c'est la vitesse de balayage. La valeur de la sensibilité, c'est 0,2 millisecondes par division. Le nombre de divisions dans la période, dans notre cas, c'est 8 divisions. Donc, on va remplacer Sx et X. Donc, on obtient T est égal à 0,2 millisecondes multiplié par 8 est égal à 1,6 millisecondes. Mais la question, c'est calculer T en secondes. Donc, il faut convertir le milliseconde en secondes, c'est 1,6 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, la fréquence F. La relation entre la fréquence, ou bien, que ça veut dire la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de périodes pendant une seconde. La relation liant la fréquence et la période, c'est F est égal à 1 sur T. Donc, T est égal à 1 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on peut obtenir 625 Hz. Voilà la valeur de la fréquence. Maintenant, il nous reste pour la troisième question. La troisième question, c'est calculer la tension maximale. La tension maximale est donnée par la relation suivante. Max est égal à SY fois Y. La sensibilité verticale SY est égale à 5 volts par division. Y est égal à 4 divisions. Donc, voir le schéma. Umax est égal à 5 fois 4 est égal à, donc on peut déduire que la valeur maximale est égale à 20 volts. La tension efficace, c'est la densité, c'est la tension mesurée par le voltmètre. La relation entre la tension efficace et la tension maximale, c'est toujours la valeur de la tension efficace est égale à Umax sur la racine de 2. Donc est égal à 20, c'est la valeur maximale, divisé par la racine de 2, donc on peut obtenir que 14,18 volts. Donc maintenant on a terminé la série de cet exercice. Donc il faut recopier la correction des exercices dans votre cahier d'exercices. Donc la séance prochaine, c'est-à-dire la séance du vendredi, donc on va passer au chimie pour que la semaine prochaine, donc on va faire un devoir écrit, c'est-à-dire le devoir numéro 2 qui comporte la tension, le courant électrique, c'est-à-dire le premier cours de l'électricité, le deuxième cours c'est la tension électrique, ensuite la quantité de matière et on va voir ensuite la concentration molaire.